une soirée qui va être riche en écoute, on espère en compréhension des enjeux et de nous-mêmes. C'est très chouette, ouais, on a un beau moment qui nous attend. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, mais ce moment-là sera enregistré pour celles et ceux qui ne peuvent pas être parmi nous et qui puissent, comme ça, ils pourront bénéficier de ce moment et de ce que vont nous partager Hélène et Florence Marie. Euh, donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, ben, il faut éteindre votre caméra. Puis, vous pouvez, comme je le dis quelques fois, changer de prénom ce soir. Vous avez le droit de vous appeler comme vous voulez. Si vous voulez partager en toute discrétion ce que vous avez sur le cœur, sans forcément être identifié. Je me permets également de vous rappeler que nous avons un cadre de sécurité. Alors, le cadre de sécurité, vous avez le lien. Alors, celles et ceux qui nous connaissent le connaissent également. C'est très important. On ne va pas juger. On va essayer d'accueillir. On ne va pas parler en on, c'est ce qu'on dit, etc. On va parler en jeu. On va parler avec beaucoup de bienveillance et on va surtout s'écouter. Donc, on ne prend pas la parole de manière impromptue par respect pour celles et ceux qui parlaient auparavant. Mais vous verrez, tout se passe souvent très très bien. On n'a jamais eu de problème et c'est grâce à l'investissement de chacun et chacune qui a envie en fait de partager. Donc c'est super. On a le lien dans le chat si vous souhaitez prendre connaissance de ce cadre de sécurité qui sera particulièrement utile ce soir parce qu'on évoque des choses qui peuvent faire bouger, hein, et peut-être certaines qui sont déjà là, des choses qui remuent, parce que ce qu'on évoque et ce qu'on va évoquer tout à l'heure, et quand on se projette justement dans le futur, dans ce qu'est notre présent, voilà, on peut être très touché intimement. Donc, on va faire très, très attention ce soir. Vous avez le chat donc, qui est à votre disposition qui vous permettra de réagir. Peut-être que vous en ressentirez le besoin. Sentez-vous libre. Et puis, il y aura un moment pour les échanges plus tard. Donc, je serai à l'affût des questions qui pourraient se poser. Et puis, voilà, on vous donnera la parole ensuite pour les poser à nos intervenantes et intervenants. Il est 18h34. On a pour habitude de laisser jusqu'à 5 minutes pour que tout le monde arrive. Et puis après, on commence en sachant que voilà, les micros sont bien fermés, s'il vous plaît, et qu'on va, voilà, on a vraiment, vraiment beaucoup de chance ce soir parce qu'on va prendre soin de nous. Et ça, c'est chouette parce que la vie va très, très vite. Donc, prendre ce temps-là, c'est important. Je vais commencer déjà par présenter Adaptation Radicale qui organise cette soirée, cette équipe dont vous avez certains et certaines ici voilà, qui existe depuis à peu près 6 ans, depuis 2020 en fait, qui est l'émanation française, francophone de Deep Adaptation. Donc radicale, adaptation radicale comme à la racine des choses, hein, et certains pourraient le comprendre différemment, donc je me permets de le préciser. On a une façon de voir le monde avec une méthodologie qui nous est, comment dire, propre, qui nous aide en fait à regarder le monde. Ce sont les 4 R. Alors, vous verrez des R un petit peu de partout, ils foisonnent, il y en a d'autres qui rentrent dans la danse et c'est super chouette d'ailleurs parce qu'on est sans cesse en mouvement. Donc le R, donc les R en fait de la résilience. La résilience, c'est qu'est-ce qu'on va décider communément, ensemble, hein, collectivement, de garder, qu'est-ce qui compte pour nous, qu'est-ce qui vaut le coup de se battre pour, quoi, quelque part, même si se battre est un mot, bien sûr, que je mets entre guillemets. Pour qu'est-ce qu'on veut préserver, donc ça c'est le R de la résilience, et le pendant, c'est ben, on ne va pas pouvoir tout garder. Donc c'est le deuxième R, c'est le renoncement. Qu'est-ce qu'on va décider collectivement et à quoi on va renoncer pour justement préserver ce qu'on a décidé de préserver avec le R de la résilience. Le troisième R, c'est le R de la restauration. La restauration de savoir-faire, de savoir-être, d'organisation sociétale, de métier, de façon d'être ensemble. Voilà, donc tout ce qu'on va pouvoir restaurer, ce qu'on peut voir du passé qui a déjà fait ses preuves ou qui en tout cas nous semble judicieux de ramener. Et le dernier R, un peu plus complexe, en tout cas pour l'appréhender, voilà, il y a plusieurs façons de l'appréhender, c'est le R de la réconciliation. La réconciliation avec soi-même, avec ce qu'on va pas, la vie qu'on va pas avoir, qui nous ne sommes pas en fait, avec nous-mêmes, une partie de nous-mêmes, et puis le R de la réconciliation avec les autres. On est dans des
société qui ont pour habitude de cliver. On est pour ou contre. On est soit d'un côté, soit de l'autre. On fait le pari de la nuance, adaptation radicale, en essayant justement de tendre la main vers l'autre et même si on n'est pas d'accord, de continuer à faire un chemin ensemble. Euh, tout ce qu'on veut faire, c'est ensemble, en fait, en gros, pour être clair. Même si tout ce qu'on va évoquer, c'est un peu des fois, voilà, ça remue. Le futur ne paraît pas chouette de l'extérieur. On pense qu'il y aura des effondrements sociétaux et que pour l'instant, l'effondrement de la biodiversité est assez important déjà pour être quelque chose qui nous remue. On a des formats qui nous permettent justement voilà, de nouer la conversation, d'engager, de réfléchir ensemble. Donc, on a le format Qu'y a-t-il dans mon sac qui peut parler à certains, certaines, puisqu'il y a le manuel de survie qui a été euh, qui est sorti en fait à la fin de 2025, excusez-moi, je bafouille. Du coup, on ne savait pas quoi en faire de tout ça, en fait. Ces histoires de survie, on a l'impression qu'on va devoir se terrer chez nous et voilà, ça fait super peur. Et nous, ben, on utilise le prétexte de la création de ce sac, qui est pourtant bien utile hein, dans certains cas, pour justement parler de tout ça, pour pas rester seul avec sa peur et en faire quelque chose et ne pas ça nous fiche pas, pour reprendre les termes du suricate de Pablo Servigne. On a également le forum des 4 R, justement. Donc, c'est un temps d'intelligence collective pour essayer de trouver ensemble des pistes de réflexion à une situation donnée, dans un contexte donné. On a les rencontres vivre ensemble par mauvais temps qui sont toutes nouvelles, qui cherchent en fait à mettre en présence en fait des personnes d'un territoire pour susciter en fait la rencontre et peut-être des liens qui nous semblent judicieux de nouer ou de renforcer quand ils existent déjà. Les jeux de l'entraide qui étaient au départ le jeu de l'entraide et qui en fait sont en train de prendre une autre dimension et c'est des scénarios qui foisonnent, qui se créent et qui s'adaptent au territoire avec énormément d'envie voilà, de tester l'entraide. C'est quoi l'entraide dans une situation d'urgence? On essaye de le faire avec le sourire, en étant bienveillant, mais on aborde quand même des choses qui bouleversent un peu. C'est toujours notre pari. Hein. Ce n'est pas dans le déni qu'on va trouver notre salut, mais bien dans le fait de se confronter ensemble aux problématiques. Et enfin, les réels, les petits derniers, les réseaux d'échange et d'entraide locaux qui font suite à une soirée du 16 octobre avec Pablo Servigne qui nous a présenté son dernier livre, Manifeste pour une entraide populaire, le réseau des tempêtes, qui nous inspire toujours beaucoup, Pablo. Euh, voilà, donc on a beaucoup de chance d'être là ce soir puisque nous allons aborder en fait l'éco-anxiété. Alors c'est un mot qui déjà tout le monde a entendu parler, puis maintenant on parle d'éco-lucidité. Alors voilà, il y a beaucoup d'espace entre ces mots et puis beaucoup de choses à discuter. On a la chance d'avoir avec nous Hélène Jalin. Hélène, bonsoir. Bonsoir. Pardon, Bonsoir, merci de ta présence. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi, s'il te plaît, te oui, présenter? d'où je parle? Eh bien, je parle depuis ma casquette de psychologue et de chercheuse en psychologie. Je parle de mon état d'éco-anxieuse assumé depuis 2018. Je voulais aussi préciser qu'avant, je travaillais dans le domaine de l'environnement. Je mets beaucoup de guillemets parce qu'en fait, en termes d'environnement, je travaillais surtout pour permettre que des projets écocides se fassent. Et que j'ai passé une période difficile de quête de sens et que depuis, je ne cesse de la chercher à travers la psychologie et à essayer de comprendre le monde qui nous entoure. Voilà. Je voulais aussi préciser que Florence Marie et moi, puisque je vais la laisser se présenter, on appartient tous les deux au réseau, au RAFU, donc réseau des professionnels de l'accompagnement face à l'urgence écologique, qui est une association qui est superbe. Et donc, je vois quelques membres d'ailleurs dans l'Assemblée, donc c'est super aussi. Voilà. Merci beaucoup, Hélène, pour ces quelques mots. Florence Marie, peut-être à toi? Oui, merci. Hélène vous dit pas qu'elle est la nouvelle représentante du RAFU, mais voilà. Euh, Moi, j'ai travaillé dans le domaine de la santé il y a très longtemps en tant qu'infirmière. Ensuite, j'ai été dans l'aérien, j'ai été aiguilleuse du ciel et puis ensuite formatrice sur tous les enjeux facteurs humains et facteurs organisationnels dans l'aérien. Et j'ai fait de l'analyse de la sécurité dans le domaine avant de comprendre ben, l'ampleur des enjeux écologiques. Et je me suis dit, oups, je peux plus continuer dans ce domaine-là.
J'ai vu un petit peu ce qui se passait au niveau travail qui relie. J'ai complètement flashé sur cette approche et je vais vous en parler un petit peu plus. Mais du coup, j'ai bifurqué et maintenant, je travaille comme thérapeute en intelligence relationnelle pour accompagner les personnes sur les traumas. Je fais encore beaucoup de formations et puis j'anime des ateliers de travail qui relient et j'essaie de faire en sorte qu'il me reste toujours du temps pour aussi être engagée bénévolement dans le milieu militant et activiste. Voilà, et évidemment, je fais partie du RAFU. Voilà. Eh bien, dis donc, voilà, tu ne chômes pas. Merci beaucoup. On a beaucoup de chance ce soir parce qu'on a Paloma et Thierry qui vont animer et qui ont préparé ce temps-là très précieux. Paloma, peut-être tu peux dire quelques mots sur toi? Ouais, bonsoir tout le monde. Du coup, moi, c'est Paloma. Je rejoins depuis peu l'association Adaptation Radicale qui résonne beaucoup pour moi. Je suis une facilitatrice multicasquette, porteuse d'un projet systémique régénératif sur lequel je travaille depuis 12 ans, qui n'est pas encore incarné, mais pour comprendre comment prendre soin au mieux de la vie en moi comme à l'extérieur de moi, des humains comme des non-humains. J'ai parcouru un grand chemin déjà pour comprendre comment ce serait possible de vivre ainsi. Et du coup, ce soir, je serai en co-facilitation, notamment pour vous offrir des petits temps de pause, de suspension, pour vous connecter à vous-même, à vos ressentis. Et voilà, pour faire simple. Merci beaucoup et merci de cette proposition qui va certainement être très utile pour nous accompagner. Et puis voilà, Thierry, c'est à toi pour te présenter peut-être. Oui, rapidement. Donc, effectivement, je suis à Adaptation Radicale, comme un certain nombre d'entre nous ici ce soir, depuis à peu près l'origine. Effectivement, la question des émotions, c'est effectivement une question qui structure la raison d'être d'Adaptation Radicale, hein. Tu as rappelé les 4 R, euh, Nadège, mais je pense que c'est important aussi de pouvoir redire que notre raison d'être est articulée autour de cette question de l'accueil des émotions. Euh, et justement, l'accueil des émotions lié à la prise de conscience et l'acceptation finalement que nous sommes dans des processus d'effondrement. Alors je vous ai mis les 3 phrases qui structurent notre raison d'être, hein. Je ne vais pas toutes les lire, mais vous pourrez les consulter. Mais je me souviens quand je suis arrivé à Adaptation Radicale, l'une des soirées thématiques, la première que j'ai animée en fait, était déjà sur la question des émotions. C'était avec Charline à ce moment-là, et Emmanuel et puis Pauline. Et donc c'était émotion et effondrement. Donc le sujet était déjà posé et ce soir, eh bien, on va pouvoir peut-être approfondir parce que du temps est passé et ces choses-là sont devenues un peu plus médiatiques, on va dire, mais peut-être qu'il faudra approfondir cette question de l'éco-anxiété telle qu'elle est parfois présentée dans les médias. Mais avant qu'on démarre, je vais redonner la parole à Paloma qui nous propose peut-être un petit temps, une fois qu'on a eu cette introduction sur l'adaptation radicale et qu'est-ce qu'on fait là ce soir, nous poser et nous ancrer pour pouvoir aborder un premier échange qu'on va essayer de ne pas être le plus long pour laisser plus de place à l'interaction ce soir. Ça nous semble important que chacun puisse s'exprimer et dire où il en est par rapport à tout ça. Paloma? Ouais, je te remercie Thierry. Du coup, effectivement, à mes yeux, et a priori, c'est partagé entre les personnes qui tiennent cet espace, qui nous offrent cet espace-là. Le fait de nous connecter à nos ressentis en les observant sans forcément s'identifier, mais de pouvoir les accueillir, les observer, les reconnaître, est un pas important pour pouvoir continuer d'avancer.
en s'apportant beaucoup d'autocompassion, sans juger du coup ce qui est là, présent, comment ça résonne, comment ça nous bouge, comment ça nous anime, ça nous gratte, ça nous énerve, ça nous tend, juste en observant et en constatant. Ah, par rapport à ça, ça me fait ça. Et du coup, je nous invite à prendre un petit temps pour déjà là, maintenant, se déposer soi-même, là où on en est après la journée qu'on vient de passer, à se connecter ici et maintenant à comment on se sent. Donc, je vous Bonjour. invite à prendre le temps d'une respiration peut-être un peu plus profonde que celle d'avant. Et à sentir comment, à votre expiration, vous pouvez amener dans la conscience, dans votre assise, dans le poids de votre corps qui se dépose dans la matière. Je vous invite à observer sans juger, comme étant spectateur, spectatrice de vos mondes intérieurs, comment votre corps ce soir se dépose dans chacun de vos points de contact, comment votre respiration circule dans votre corps, à quel rythme, avec quelle température, où est-ce qu'elle va dans votre corps et où est-ce qu'elle ne va pas peut-être. À juste l'observer, témoin de la vie à l'intérieur de vous. Nous vous invitons globalement pour ce temps ensemble, et je vous le souhaite de manière plus large, à pouvoir vraiment vous offrir ce temps en étant en présence à vous-même, à ce qui se passe à l'intérieur de vous, que ce soit dans votre corps, dans votre cœur, et même dans votre tête. Toutes les pensées qui passent, elles sont les bienvenues, tout comme les points de douleur, tout comme les halètements du cœur, tout comme les points qui se crispent, la mâchoire. Tout est le bienvenu. Je vous invite simplement à ne pas pour autant vous y attarder, à ne pas vous y accrocher, à simplement observer, accueillir et laisser passer. Laisser circuler la vie en vous. Pour vous soutenir dans ce processus, je vais vous inviter à présent à vous rappeler d'un souvenir particulièrement heureux que vous avez vécu dans votre vie. Quelque chose qui vous fait du chaud au cœur. Un souvenir qui vous fait particulièrement du bien. Je vous invite ce souvenir à le laisser envahir votre champ attentionnel et à observer peut-être un endroit dans votre corps où ce souvenir résonne. Et je vais vous inviter à poser votre main, une main, vos deux mains, comme vous le voulez, là où ce souvenir est activé, pour pouvoir bien vous le rappelez jusque dans votre corps, jusque dans votre chair. Ce point-là, je vous le propose comme point d'ancrage, si à un moment, à n'importe quel moment, que ce soit ce soir ou dans votre vie, il y a ces tempêtes que nous traversons qui ne sont peut-être pas des plus évidentes à accueillir. Sachez qu'il y a toujours des endroits en vous qui respirent et qui vivent. Et vous avez ces points d'ancrage à l'intérieur de vous que vous pouvez également cultiver. Je vous invite avec beaucoup de compassion pour vous-même à vous accueillir et à accueillir les premiers partages que Florence, Marie et Hélène vont nous proposer sur cette thématique de l'éco-anxiété, avant qu'on puisse tisser plus globalement ensemble à ce sujet. Merci Paloma pour ce temps d'ancrage qui nous semblait important lorsqu'on a préparé
cette soirée, de telle sorte que ce soit pas simplement, je dirais, des jeux de l'esprit autour d'un concept, mais que on soit le plus près de qu'est-ce que tout cela nous fait et comment les questions qu'on se pose autour de tout ça nous permettent de traverser finalement ces états émotionnels qui peuvent nous bousculer. Et euh, Hélène et Florence Marie, lorsqu'elles se sont présentées, ont rappelé que finalement, elles en étaient venues, peut-être qu'elles pourront revenir là-dessus, mais qu'elles en étaient venues à s'interroger ou à rechercher ou à approfondir sur ces thèmes de l'éco-anxiété, hein. Je mets des guillemets, on va y revenir, euh, euh, à travers leur propre expérience. Et je me souviens que lorsque euh, au terme de cette première soirée que j'évoquais en 2020 sur les émotions avec Charline, euh, j'ai j'ai, j'ai poursuivi avec Charline et à l'époque le RAFU n'existait pas encore, du moins pas sous ce nom-là. On parlait des éco-psychopotes, hein, un terme bon, qu'on a essayé de, de transformer. Et donc, je me souviens qu'une des questions au démarrage de ce groupe qui a généré le RAFU, c'était est-ce que pour pouvoir accompagner les gens qui sont dans l'éco-anxiété, il faut être soi-même éco-anxieux? Et dans quelle mesure? Et comment ça se passe, tout ça, je dirais, le rapport entre la personne accompagnée et la personne qui accompagne. Mais avant de rentrer dans cette question de l'accompagnement, qui sera une deuxième grande question sur les formes d'accompagnement. J'aurais aimé que on puisse revenir sur les guillemets de éco-anxiété, hein, le terme qu'on a trouvé ou le titre qu'on a trouvé pour cette soirée, c'est éco-anxiété, éco-lucidité. Euh, Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est les deux faces d'une même pièce? Parce que le terme éco-anxiété parfois peut évoquer bah, justement euh, cette idée que on- on- lorsqu'on est dans cet état-là, on serait malade. Alors, c'est un peu ma première question, Hélène, et puis ensuite on verra Florence Marie d'autres aspects. Mais qu'est-ce qu'on peut dire autour de éco-anxiété? Est-ce que ça veut dire qu'on est malade ou enfin euh, est-ce qu'il y a des degrés? Est-ce que à partir de quel moment ça devient euh, pathologique? Enfin voilà, il y a plein de questions autour de tout ça et je pense que les personnes qui sont là, qui ont traversé ces émotions, ont sans doute effleuré ces thèmes-là parce que je vois bien lorsqu'on anime les web papotages où on accueille les gens. euh, il y a parfois le sentiment j'ai le sentiment que je suis pas très normal. Est-ce qu'il y a que moi qui vois ça? Et est-ce que, et c'est pas facile d'en parler aux autres, personne ne m'entend, personne ne me comprend. Enfin, je suis le vilain petit canard, quoi. Hélène? Vaste question. Ah En fait, ben, je pense oui, on que avait dit qu'on démarrait ouais, par ouais, des questions un peu larges, mais pour qu'on se mette tous à niveau. tout à fait, ouais. En fait, j'ai renoncé depuis longtemps à considérer que la psychologie était une science neutre, même si c'est quand même une science. On part toujours de là où on est. Et en fait, de notre vérité à nous, si on est quelqu'un qui est dans un déni complet et radical, on va considérer que c'est les personnes qui ressentent des émotions qui ont un problème. Alors que si on est du côté des personnes qui ressentent des émotions, on va considérer que les gens qui sont dans le déni sont un problème. Et dans ces cas-là, on va parler d'écolucidité. Je trouve ça assez intéressant le fait qu'on est en train de glisser sémantiquement vers l'écolucidité. Ça veut vouloir dire que, au moins dans la population générale, on est de plus en plus à être écolucide. Et donc, peut-être de moins en moins à considérer que c'est un problème d'être éco-anxieux. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je faisais des interviews pour des journalistes qui me demandaient en fait s'il fallait soigner l'éco-anxiété avec des antidépresseurs. Et voilà.
Euh, je ne veux pas dire par là que l'éco-anxiété n'est pas problématique sur le plan de la psychologie, on en reparlera peut-être tout à l'heure, parce que on peut être vraiment très en souffrance avec l'éco-anxiété, pardon, hein, je vais utiliser ce terme-là, ou l'éco-lucidité si vous voulez. Comme ça, j'ai fait une thèse quand même sur le sujet où j'ai parlé pendant 3 ans d'éco-anxiété, je vais avoir du mal à enlever mes réflexes. Donc pardonnez-moi par avance si j'utilise le terme d'éco-anxiété. Évidemment que le terme d'éco-lucidité me paraît plus juste. Euh, et donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais oui, je parlais du fait qu'il y avait des formes d'éco-anxiété qui étaient considérées comme pathologiques et qui pouvaient nécessiter des soins, mais en général, c'est un très faible pourcentage des personnes éco-anxieuses et ça peut s'expliquer par d'autres problématiques psychologiques dont je pourrais reparler tout à l'heure, si vous le souhaitez. Merci pour cette précision. Est-ce que Florence Marie, tu aurais des choses à ajouter par rapport à ça, toi, de ton point de vue? Comment vois-tu les choses? Euh, j'ai vu que au sein du RAFU, en fait, petit à petit, on en arrivait à parler de plus en plus de nos éco-émotions. Et moi, j'aime bien utiliser en fait le terme de nos ressentis en fait vis-à-vis de l'état du monde. Parce que les ressentis vis-à-vis de l'état du monde, ça regroupe vraiment tout ce qui peut se passer à l'extérieur et à l'intérieur de nous-mêmes et faire le lien justement entre ça. Et parce que j'ai entendu le terme aussi politico-anxiété, facho-anxiété, et je pense que c'est des termes qui en ce moment sont absolument judicieux par rapport à tout ce qui se passe. Et en même temps, à chaque fois qu'on accole le terme anxiété, bah, ça amène des représentations qui sont forcément biaisées. Au RAFU, on avait vraiment pris une définition très large de l'éco-anxiété pour justement parler de nos différents ressentis par rapport aux enjeux écologiques. Et maintenant, je pense que enfin, les enjeux écologiques et les enjeux sociaux sont tellement reliés les uns aux autres qu'on ne peut pas les séparer vraiment et parler de nos ressentis vis-à-vis de l'état du monde, c'est un petit peu plus long, mais ça peut amener des choses justement plus larges, quoi. Oui, si je vous entends bien, effectivement, dans ce glissement un peu sémantique de éco-anxiété à éco-lucidité, euh, et puis de se dire finalement toutes les personnes regroupées dans cette catégorie des éco-anxieux finalement ne sont pas malades, même si, comme Hélène le disait, il y a certaines situations qui peuvent devenir problématiques ou dysfonctionnelles et que à ce moment-là, il y a besoin d'un accompagnement peut-être spécifique. Florence Marie, tu évoques derrière le fait, et ça renvoie déjà à des choses qu'on avait vues en 2020, hein, c'est-à-dire que cette perspective des processus d'effondrement sur lesquels nous, on est attentifs à l'adaptation radicale, suscite un certain nombre d'émotions et pas forcément que un état anxieux. Ça peut être de la tristesse, ça peut être de la colère. Il peut y avoir des émotions mélangées, etc. Et, euh, et du coup, comment on démêle tout ça finalement? Euh, Est-ce que c'est des choses qui peuvent se mesurer euh, ou est-ce que c'est effectivement ce travail qui consiste à revenir à l'intérieur de soi pour voir exactement ce qui se passe et essayer de démêler un peu ses émotions parce que parfois on est un peu perdu dans toutes ces émotions. Hélène, je te laisse répondre sur la mesure de l'éco-anxiété. Oui, il y a cette dimension de mesure, hein, où est-ce qu'on en est? Est-ce que ça se mesure de l'extérieur, Hélène? Il faudra que tu remettes ton Ouais, micro. pardon. Est-ce que ça se mesure de l'extérieur? Est-ce que ça se mesure de l'intérieur? Les deux? Comment on fait dialoguer finalement ces échelles d'évaluation? Bah, les premières échelles de mesure de l'éco-anxiété mesuraient vraiment l'anxiété. C'est-à-dire qu'on avait pris des échelles d'anxiété et on avait rajouté, en gros, je ressens des tensions musculaires, par exemple, vis-à-vis de ma crainte pour la crise environnementale.
on s'était pas plus préoccupé de ça. D'ailleurs, l'échelle de Hogg, qui est une des échelles les plus utilisées, elle est conçue sur une échelle d'anxiété. Moi, j'ai conçu ma propre échelle et j'ai élargi. Dedans, je mets de la culpabilité, je mets de la colère, je mets de la tristesse. En fait, je mets beaucoup de choses qui sont au-delà de l'acception de l'éco-anxiété comme une forme d'anxiété. Parce que, en fait, j'ai jamais, moi, personnellement, observé d'éco-anxiété pure. Il y a toujours un grand mélange d'émotions et du coup, les recherches les plus récentes sur l'éco-anxiété parlent plus généralement d'éco-émotions. Donc, on envisage des personnes qui vont exprimer davantage certaines émotions, certaines qui vont être plus dans la colère, d'autres qui vont être plus dans le retrait. Et ce qui est intéressant aussi dans une perspective clinique, c'est que, il y a des émotions qui sont plus activantes que d'autres. Par exemple, la colère va beaucoup plus s'orienter vers le militantisme, alors que la tristesse va plutôt orienter vers le repli sur soi. Et il y en a qui sont évidemment plus porteuses en termes de santé mentale, même si on peut aussi se cramer avec le militantisme. Donc chaque émotion a aussi des avantages et des inconvénients. Et donc il faut prendre soin de toutes nos émotions, évidemment. Mm. Mais peut-être je te laisse compléter, Florence-Marie. Bah, peut-être parce qu'on parle de, excuse-moi, mais ça va permettre effectivement, Florence-Marie, que tu développes peut-être certaines parties. Euh, euh, il y a toutes ces émotions qui sont là, parfois un peu mélangées, la colère, la tristesse, etc. Mais je pense que derrière, il y a, et on en parlait ce matin lors d'une autre réunion au sein d'Adaptation Radicale, il y a cette question de la peur. C'est-à-dire de voir un monde qui s'effondre, un ensemble de catastrophes, lorsqu'on est adulte et qu'on a des enfants, parce que c'est souvent, moi, ce que j'ai observé à ce moment-là, que euh, ce sentiment d'effondrement et des émotions qui vont avec apparaissent, et quand dans sa famille, enfin quand on fonde une famille et qu'il y a des enfants qui apparaissent et qu'on se pose nécessairement la question de quel futur pour mes enfants. Euh, et donc, il me semble qu'une des émotions qui apparaît à la racine souvent de ces troubles par rapport effectivement au désordre écologique, on peut l'appeler comme ça, euh, c'est la peur et donc c'est quand même une émotion assez racine par rapport auquel on peut avoir des, des réactions très diverses qui peuvent être effectivement la colère derrière ou la tristesse, mais à la racine, il me semble qu'il y a souvent la peur. Florence-Marie. Mm. Oui, la peur, c'est une des émotions qui peut amener beaucoup de choses différentes, en fait, suivant les personnes, suivant leur vécu, euh, suivant ce qu'elles comprennent des enjeux écologiques. Et avant d'aller sur enfin, les différentes émotions, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est important à poser en termes euh, justement, d'éco-lucidité. C'est quelle compréhension des enjeux écologiques on peut avoir ou des enjeux socio-écologiques. Et pour ça, je trouve que l'échelle de chez Fourcade est vraiment une échelle précieuse qui peut aider à comprendre où moi j'en suis, où les autres en sont. Parce que très régulièrement, en fait, quand il y a des problèmes relationnels, il y a vraiment des différences de compréhension, en fait, des différences de vision des enjeux socio-écologiques. Et quand on peut déjà se mettre d'accord sur quels sont les différents problèmes et quelles peuvent être les priorités, par exemple, à notre propre échelle, on peut déjà accueillir ses propres émotions et les émotions des autres de manière, comment dire, avec conscience qu'on n'est pas tous et toutes aux mêmes endroits de compréhension des enjeux. Et que du coup, la notion de peur derrière, elle va être différente suivant qu'on en est au bas de l'échelle, ou si on a grimpé plusieurs échelons, on va pas avoir les mêmes niveaux de peur. La peur, elle indique un danger. Euh, et ça, voilà, ça fait vraiment partie des signaux d'alarme qu'on peut avoir dans notre corps pour répondre efficacement à certaines situations et à une situation globale par rapport à ça. Il y a
un niveau de peur qui peut aussi être une peur paralysante. Et là, ça va être un petit peu plus la question de ce qui peut se passer dans notre système nerveux. Ouais, justement là, tu Oui, pourrais un peu ouais. préciser finalement comment ça fonctionne, parce que souvent on ressent euh, un certain nombre d'émotions, on n'y voit pas toujours très clair entre les éléments de peur, les éléments de tristesse, les éléments de colère, enfin il y a des manifestations de tout ça, mais euh, euh, dans le système nerveux, ça marche comment? Euh, Alors, au niveau du système nerveux, on a trois grands états du système nerveux. Là, par exemple, mon système nerveux détecte de la sécurité. Eh bien, je peux être dans le système nerveux vagal ventral. Je parle de système nerveux autonome, hein. Celui qui détecte sécurité, danger, danger de mort. Donc voilà, là, moi, je suis dans la sécurité, donc je peux être en lien avec vous, je peux parler, je peux percevoir bah, ce qui se passe autour de moi, avec vous. Voilà, j'ai un plus grand spectre de perception, en fait, quand je suis dans le système nerveux vagal ventral. Quand mon système nerveux détecte du danger, là, je peux passer en mode attaque ou en mode fuite avec beaucoup d'énergie qui monte. Et puis, voilà, soit le mode attaque envers les autres, soit le mode attaque envers soi. Et le mode fuite, ben, ça peut être l'évitement de certaines situations, par exemple. Ça peut être le fait de ne pas vouloir aborder certains sujets, de ne pas vouloir voir certaines personnes aussi, quand on sait qu'elles vont parler de certains enjeux écologique. Voilà. Euh, Ça, c'est le système nerveux sympathique qui s'active justement pour nous mettre en mode répondre à une situation. Euh, le troisième état du système nerveux, c'est l'état vagal dorsal. Et c'est quand notre système nerveux détecte quelque chose qui peut ressembler à du danger de mort. Et là, il y a un figement, il y a quelque chose qui va nous amener dans des états de sidération, dans quelque chose où on perd la capacité à agir avec tout un déclenchement d'hormones et de substances différentes dans notre cerveau. Euh, donc, il y a une réponse de survie qui est celle de la sidération. Et parfois, il y a un petit peu de système sympathique et de système dorsal qui peuvent se mélanger pour créer une autre réponse de notre système nerveux qui est la réponse de soumission. Quand même la sidération est trop dangereuse ou quand le danger dure trop longtemps, eh bien, le système de soumission peut se mettre en place pour pouvoir assurer nos besoins de base et assurer notre survie. Tout ça, c'est vraiment au service de notre survie. Et la plupart du temps, c'est en lien avec la situation présente qui peut se passer, avec ben, les menaces dans notre environnement immédiate ou aussi plus différées dans le temps. Euh, et par contre, quand il y a des traumas, et en particulier des traumas complexes, ces modes ces états du système nerveux et ces réponses de survie peuvent se déclencher en dehors d'une situation présente et puis amener des choses qui vont être pas forcément en lien avec le présent. Et dans les enjeux socio-écologiques, ils vont aussi pouvoir se déclencher à différents niveaux. Et quand on est très activé, par exemple, je prends l'exemple de quelqu'un qui peut être très en colère avec tout ce qui se passe au niveau des informations, avec toutes les inepties qui sont faites par un certain nombre de politiques. Euh, on peut être très, très, très en colère avec ça. Et quand ça finit de manière dérégulée avec notre système nerveux qui n'est plus régulé par rapport à la situation présente, eh ben on peut finir dans certains collectifs à être un petit peu tout le temps en mode colère et puis colère tournée contre les autres. Alors que la colère, à la base, elle part des événements qu'il peut y avoir dans l'actualité. Et on finit en mode agressif envers des personnes qu'on apprécie, tout simplement parce que le mode attaque finit par être dérégulé à cet endroit.
Voilà, donc il y a plein de sortes de dérégulations possibles Oui, mais dans ces situations. de ce que je comprends, il y a effectivement notre, enfin, notre corps, si effectivement ce système nerveux autonome, il est partie intégrante de notre corps et il nous permet d'ajuster d'une certaine manière notre comportement aux différentes situations qu'on traverse. Mais on voit bien dans ce que tu dis, il y a des situations qui peuvent être, bah, du coup, puisque tu évoques les traumas, être un peu problématiques pour soi et pour les autres, du coup. Euh, et ça renvoie à une autre question. C'est, on a l'impression qu'on est juste en réaction à notre environnement. Et comment on peut euh, rester, est-ce que c'est le bon terme, rester maître de tout ça, c'est-à-dire ajuster sa réaction au-delà de ce que notre corps réagit parfois un peu problématiquement. Ouais, en fait, quand notre corps réagit de manière hors de proportion par rapport à une situation, très souvent, il y a du trauma complexe derrière. Du trauma ou du trauma complexe. Alors le trauma complexe, c'est un trauma qui s'est répété plusieurs fois. C'est pas forcément des grandes choses signifiantes. Par exemple, un enfant à qui ses figures d'attachement diraient régulièrement, non mais t'es nul, tu fais n'importe quoi, t'es vraiment nul. Enfin voilà, plein de choses comme ça. Tous les jours, ça ferait du trauma complexe. C'est pas des gros événements très visible ou très signifiant. Par contre, ça va faire vraiment des choses à l'intérieur de l'enfant qui vont être problématiques pour pouvoir justement bien se développer à travers ça. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont des traumas complexes. Enfin, il y a des signes qui sont assez communs, assez répandus. Le fait d'être hyper critique envers soi-même, le fait d'avoir de la honte, du sentiment de solitude, des flashbacks émotionnels. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui peuvent signifier le trauma complexe. Et quand on a des réactions qui sont hors de proportion par rapport à une situation donnée, très souvent, ça a un lien avec ce genre de trauma. Euh, et par rapport aux enjeux écologiques, Mhm. euh, eh ben, ça peut aussi être en lien avec vraiment la conscience écologique qu'on peut avoir. Quelqu'un qui n'a pas le même niveau de conscience écologique peut dire ta réaction est disproportionnée par rapport à, par exemple, une Mhm. hypothèse de changement de vie ou quelque chose comme ça. Alors que quand on a une vision de tout ce qui peut se passer et qu'on a fait, par exemple, des fresques du climat ou de la biodiversité, où on arrive sur des choses très sensibles qui font peur à tout le monde, les épidémies, les famines, les guerres et ce genre de choses, ben, les réactions ne sont pas forcément disproportionnées. Elles peuvent Mhm. être complètement en lien avec justement cette compréhension des enjeux. Ouais. Du coup, on voit bien comment certaines réactions qui peuvent apparaître disproportionnées pour celui qui les vit, et là on retombe sur la question de l'écolucidité, apparaissent tout à fait normales. Sauf que dans la relation, parfois, on s'aperçoit que j'ai vu passer une question un petit peu autour de tout ça, mais c'est souvent quelque chose qui ressort puissamment, c'est le sentiment à la fois d'impuissance par rapport à tout ce qui se passe. Et en même temps, lorsqu'on commence à en prendre conscience, la difficulté à en parler autour de soi, et y compris aux gens, enfin ça peut être son mari, ça peut être sa femme, il peut y avoir à ce moment-là des tensions qui apparaissent avec les amis, avec les collègues, et du coup, il peut y avoir une sorte de tourbillon qui nous envoie dans des situations où on ne sait plus à qui parler,
comment parler et comment ça arrive. Hélène, Florence Marie, tu parlais effectivement de le fait d'avoir fait des fresques du climat et de découvrir des choses. Il me semble que dans le travail que tu as conduit pour ta thèse, il y avait entre autres choses tout un panel de personnes qui participaient à des fresques du climat. Et qu'est-ce que tu as pu observer par rapport à ça? C'est pas tellement avec eux que j'ai observé ça, c'est plutôt dans des enquêtes qualitatives, en discutant avec des patients, et puis moi, avec mes propres patients, puisque j'en reçois aussi des patients éco-anxieux. Pour moi, effectivement, le plus difficile, je le perçois comme ça, mais c'est pas tellement la traversée des émotions négatives, négatives de souffrance, c'est le fait d'être seul pour les traverser. Et ça, c'est vraiment la plainte qui est la plus souvent, enfin, encore aujourd'hui, j'ai eu un patient qui m'a parlé de ça. La difficulté, c'était pas tellement de traverser ce désespoir, c'est le fait que sa famille le comprenne pas dans cette traversée du désespoir, voire avait une tendance réactive presque à l'agressivité, comme ce dont parlait Florence Marie tout à l'heure. C'est-à-dire que quand on nous confronte à une propre culpabilité inconsciente de tout ce qu'on fait vis-à-vis de la planète, et ben souvent on peut avoir une réactivité très forte. Et ces personnes-là qui auparavant trouvaient du réconfort auprès de toutes ces personnes, et ben, se retrouvent là toutes seules à traverser quelque chose de parfois très difficile sans être accompagnées et sans avoir ces sources de réconfort-là. Et on peut parler de la famille élargie, on peut parler de ses parents quand on est un enfant, on peut parler de son conjoint qui comprend pas ou sa conjointe, de certains de ses amis. Et c'est d'autant plus difficile que souvent on traverse quelque chose d'identitaire, un changement identitaire qui est souvent très compliqué parce qu'on devient une personne différente. En fait, on perçoit le monde d'une manière totalement différente d'avant. Et on le traverse ce remaniement-là identitaire qui, comme je le rappelle, le plus gros remaniement identitaire qu'on a traversé dans notre vie, c'est l'adolescence. Et c'est jamais une partie de plaisir, enfin, en tout cas, moi, j'en ai un souvenir assez cuisant. De le traverser seul et sans le soutien qu'on a habituellement de toutes ces personnes-là, c'est vraiment compliqué. Donc, pour moi, j'ai tendance à dire que la plupart des personnes qui viennent me voir dans mon cabinet ont ce truc-là de je suis tout seul, quoi. Ouais. Alors justement, je crois que ça nous amène à cette question de quelles sont les formes possibles d'accompagnement, parce que là tu parles bon bah effectivement d'accompagnement psycho ou d'accompagnement psychothérapeutique. Euh, Aujourd'hui, quelles sont les différentes formes d'accompagnement? Là, je pense à tout le travail qui est fait au sein du RAFU pour essayer de trouver différentes formes d'accompagnement, hein. Tout le monde au RAFU n'est pas psychologue. Et donc, à un moment donné, Florence Marie, tu as évoqué le travail qui relie. Bon, comment ça se met en œuvre et comment tout ça peut... et qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce qu'on peut proposer à qui et dans quelles circonstances? Parce que effectivement, on voit bien qu'il y a une diversité d'expression de l'éco-anxiété, éco-lucidité, et que les degrés sont différents et que les problématiques peuvent être différents en fonction déjà de où en est la personne. Est-ce qu'elle est toute seule ou est-ce qu'elle est déjà avec d'autres? Est-ce qu'elle a du soutien, pas de soutien? Et comment on traverse ça? Comment on peut traverser ça euh, pas tout seul? C'est une question pour qui, du coup? Hein? Une question pour qui? Ah bah, je pense que c'est un peu pour toutes les deux, hein. Donc parce que au sein du RAFU, vous n'avez pas forcément toutes les deux le même type d'accompagnement. Donc bah, Florence Marie, tu peux nous parler de toi, ce que tu fais. Ouais, je peux parler du travail qui relie et enfin, en fait, Joanna Messi, fait partie des personnes qui a créé le travail qui relie. En fait, elle parlait de deuil écologique. Et le deuil, en fait, on est très mal câblé pour traverser ça seul. Par contre, on est très bien câblés, nous les êtres humains, pour travailler, pour traverser ça en étant entourés, en étant avec d'autres personnes, en étant vraiment reliés dans une reliance profonde aux autres, quand on se sent vraiment en sécurité avec les autres, on peut traverser beaucoup, beaucoup d'épreuves, en fait, quand il y a cette reliance. L'impuissance
que tu nommais tout à l'heure, Thierry, enfin, c'est extrêmement difficile à traverser seul. Au contraire, quand on est relié aux autres, ben, on peut retrouver de la puissance. On peut sortir de l'état de toute puissance dans lequel notre société nous met pour aller écouter nos zones d'impuissance et puis retrouver de la puissance à l'endroit où on peut agir, aux endroits où on peut justement être relié avec les autres. Et cette question du deuil, pour moi, elle est vraiment importante. Depuis plusieurs mois, j'ai ouvert pas mal d'espaces avec des rituels sur les pertes qu'on a vécues. Et le fait de pouvoir deuiller en groupe, eh ben, c'est pas du tout la même chose que quand on deuille individuellement. Tout seul ou toute seule dans un cabinet de psy pour un deuil qu'on a vécu. Et en fait, le fait de deuiller en groupe, vraiment, il se passe des choses qui sont complètement différentes. Et donc, le travail qui relie, c'est vraiment une approche collective qui va dans plein de directions en même temps, qui nous aide à nous relier à nous, à nous-mêmes, à notre corps, à notre imaginaire, à nos émotions, à toutes nos émotions pour l'état du monde. Pas que les émotions désagréables, mais aussi les émotions agréables avec tout le vivant qui est là, en fait. À se relier donc à nous, à se relier aux autres êtres humains et à tout le vivant, et à se relier à ce qui peut être plus grand que soi. Et dans le plus grand que soi, eh ben, chacune peut mettre ce qui est important pour lui. Ça peut être l'histoire des luttes quand on est militant, ça peut être plein de choses et enfin, ça aide à donner vraiment de la force. Toute cette reliance, en fait, elle sert surtout à pouvoir vraiment retrouver de l'énergie pour pouvoir agir par rapport à l'état du monde parce qu'on a besoin d'énergie, on a besoin de pas s'épuiser pour pouvoir agir à différents endroits. Et cette approche qui relie aussi bien le psychologique que le sociologique, le politique que le poétique, les neurosciences que vraiment nos ressentis les plus sensibles, les plus intérieurs à nous. Vraiment, c'est allier l'intérieur et l'extérieur dans tout ce qui se passe et ça contribue à résoudre notre dissociation profonde sociétale qui sépare tout. Et justement, c'est vraiment une approche qui, moi, enfin, j'ai vraiment adoré quand j'ai rencontré cette approche-là et puis j'ai pas changé depuis parce que je vois aucune autre approche qui permet de relier des domaines qui sont autant opposés dans notre société et du coup opposés en nous, alors qu'ils ont besoin justement d'être reliés, de pouvoir faire partie d'une connexion, d'une reliance intérieure profonde pour pouvoir agir ben, là où on a envie d'agir, là où on se sent d'agir. Et c'est pas pareil pour trois personnes différentes, vont avoir des élans intérieurs qui vont être différents, vont pouvoir s'organiser collectivement aussi de manière différente. Et voilà, il y a, ce côté collectif, pour moi, me tient vraiment à cœur, dans le sens où on peut vraiment aller plus loin et se sentir relié, se sentir soutenu pour traverser ben, les choses difficiles qu'on a à traverser, qu'on va avoir à traverser. Et le soutien, c'est vraiment quelque chose d'important pour faire face à tout ce qui a besoin de faire face. Merci Florence Marie pour cette présentation un petit peu du chemin, enfin, ouais, le chemin d'évolution du travail qui relie, hein, depuis cette première étape d'honorer sa peine jusqu'à aller de l'avant, quoi, changer de cap, aller de l'avant. Et je crois que ça, Alors, c'est ouais, vraiment un grand chemin, quoi. je peux parler des différentes étapes. Effectivement, il y a la première étape qui va être s'enraciner Rapidement. dans la gratitude pour Mm. pouvoir vraiment aller voir euh, à quel point ça va être une force, la gratitude, l'émerveillement, tous les affects qui nous relient à ce qui est là, au beau, au bon, au précieux de ce qui est là. Et que souvent on apprend dans notre société à banaliser, à faire comme si ben, c'était pas si important, alors qu'en fait, quand on se relie à la vie qui coule en nous, au sourire d'un enfant, enfin voilà, tout ce qui est précieux, tout ce qui fait qu'on a envie de vivre et de se lever le matin, quoi. C'est vraiment une étape importante. Ensuite, honorer notre souffrance pour le vivant. Euh, pour aller vraiment
prendre le temps d'écouter en profondeur tous nos ressentis vis-à-vis de l'état du monde, toutes nos peurs, de pouvoir aller voir ben, c'est quoi nos pires cauchemars en fait par rapport à l'état du monde, de pouvoir les partager avec d'autres, de pouvoir se relier à cet endroit-là. Ça amène des, 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 des sentiments de reliance, mais extrêmement forts dans les ateliers de travail qui relient avec des personnes qui nous disent, mais en fait, je comprends pas, ça fait que depuis hier qu'on se connaît ben j'ai l'impression de mieux vous connaître que mes amis les plus proches. Et en fait, c'est parce que justement, on descend vraiment à l'intérieur au niveau émotionnel en partageant ça avec les autres. Alors tout ça vraiment avec de la sécurité psychologique, parce que sans sécurité, ça peut être dangereux. Mais avec de la sécurité psychologique, pouvoir écouter ça, se sentir entendu, se sentir vu dans ce qu'on vit à cet endroit-là, ça a vraiment quelque chose de puissant et ça aide à dégager de l'énergie pour la suite. Et la suite, c'est l'étape porter un nouveau regard. Donc, dans porter un nouveau regard, c'est sortir du temps immédiat de notre société pour aller vers du temps long, sortir d'un petit moi étriqué, atomisé et individualisé de la société pour aller aussi trouver du grand soi, le soi écologique, se sentir vraiment en appartenance à la grande toile du vivant. Ça change beaucoup de choses et ça change des choses dans justement le soutien qu'on peut avoir, la force qu'on peut retrouver pour pouvoir agir. Et la quatrième étape, aller de l'avant. Euh, Ça va être comment est-ce qu'on met tout ça en musique dans le quotidien. Pour que ça reste pas une parenthèse, un beau stage qu'on a fait un jour qui était génial, mais qu'on puisse enraciner des choses dans notre quotidien, là où on se sent l'envie d'agir, en faisant aussi très attention à cette problématique qu'on pourra voir peut-être tout à l'heure, qui est le risque d'épuisement et le risque de burn-out par rapport aux enjeux socio-écologiques, burn-out pro, burn-out associatif, burn-out militant. Voilà, moi je fais souvent un exercice du système nerveux quand on commence cette étape pour voir, pour les personnes qui sont déjà proches de l'épuisement, ça permet de voir, ah oui, effectivement, là ce que j'ai besoin de faire, c'est peut-être d'en faire un petit peu moins pour pouvoir mieux tenir sur la durée, pour pouvoir être plus dans quelque chose qui soit écologique pour soi aussi. Pas que pour le monde, mais aussi pour soi. Pas s'oublier un petit peu Mhm. dans ce chemin important. Et Mhm. voilà, pouvoir ancrer des choses dans le quotidien, dans ce qui nous fait sens, ce qui nous fait du soin au niveau des groupes humains également. Ok, merci Voilà. Florence Marie. Juste avant qu'on passe dans la deuxième partie de la soirée, Hélène, est-ce que tu peux nous dire, puisque maintenant tu es la représentante du RAFU, et tu succèdes à Florence Marie sur cette fonction, le RAFU, c'est quoi son objectif et qu'est-ce qu'il peut proposer, hein? J'ai mis à des personnes qui demandaient vos noms de famille, j'ai rappelé vos noms de famille en disant que on pourrait vous retrouver dans l'annuaire du RAFU, mais le RAFU propose quoi justement euh, par rapport à tout ça, Hélène? La difficulté des approches classiques, en fait, pour la première fois, on est sur un sujet où si on va voir un psy pour une raison en lien avec l'état du monde et que le psy lui-même est dans le déni, c'est quand même très problématique pour aider la personne. Et moi, j'ai vu trop de personnes me dire que en fait, le psy va tout de suite considérer qu'il y a un problème avec ça, avec la famille, ou qu'il a des pensées catastrophes et que, il est tout de suite dans l'irrationalité. Donc, le psy parle aussi de là où il est, hein. Comme je disais tout à l'heure, il n'est pas neutre. Et donc, l'objectif du RAFU, c'est d'essayer de créer un réseau de personnes qui vont pouvoir aider ces personnes-là en sécurité. C'est-à-dire que on rentre pas dans le RAFU comme ça, on fait un dossier, on passe un entretien, et nous, on s'assure que toutes les personnes qui sont dans le RAFU sont des personnes qui sont à l'écoute, apte et capable de prendre en charge des personnes éco-anxieuses. Donc ça, c'est la première vocation du RAFU, c'est d'avoir un réseau, un annuaire qui est accessible à tout le monde et avec des psys, des coachs et aussi sophrologues et des médecins, hein, on n'est pas que des psys, qui vont pouvoir répondre aux attentes des personnes qui en ont besoin. On développe depuis peu aussi des formations. Moi, j'ai à cœur d'offrir
Malheureusement, ça pourrait être en ligne dans un premier temps, mais des espaces de parole, comme le disait Florence Marie, c'est très important d'avoir des espaces où on peut exprimer nos émotions. Même moi, personnellement, j'en fais régulièrement parce que ça me permet de, c'est horrible comme mot, mais se purger, mais d'un peu des émotions que j'ai sur le cœur depuis un certain temps, qui sont rehaussées par l'actualité, j'en sais rien, et que j'ai besoin de sortir, quoi. Et donc, ça peut être très intéressant pour des personnes d'avoir aussi accès à ces espaces de parole. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer de développer aussi. Peut-être j'oublie quelque chose, que Florence Marie était la précédente représentante il y a encore une semaine, donc peut-être qu'elle a en tête plus de choses que moi. Oui, en fait, il y a différents métiers au sein du RAFU, donc les psys, les coachs, les médecins, les sophrologues. Et puis, il y a deux styles de pratique qui sont des pratiques collectives. Il y a la pratique des espaces de parole, des groupes de parole, et puis la pratique du travail qui relie dont on vient de parler. Mais aussi, on a des formations. Notre idée, c'est aussi de pouvoir intervenir dans les entreprises, dans les associations, dans les différentes organisations qui existent, en particulier pour les personnes qui sont engagées, qui peuvent justement souffrir de tout ça. Et euh, moi, j'ai observé quand même une évolution au cours des dernières années où les personnes engagées sont de plus en plus reliées avec d'autres, et ça, c'est vraiment super. Mais le fait d'avoir des espaces pour pouvoir déposer tout ce qui pèse en formation au niveau professionnel, ça peut vraiment être quelque chose de précieux aussi. Ça me semble vraiment important. Mm. Et puis peut-être, si je peux compléter sur quelque chose, en psychothérapie, on a toujours eu un peu ce dogme de il faut aider le patient à s'adapter à la société, à sa situation, et je pense que Rafu, comme beaucoup d'autres psys, commence à avoir cette approche-là aussi de, mais en fait, peut-être que c'est pas d'être sain que d'être adapté à un monde qui est pas sain du tout. Et que donc, peut-être que ça fait partie aussi de notre santé mentale que d'essayer de changer ce monde. On parle de tout, hein, du patriarcat, de la violence dans les entreprises, de la perte de sens globale de cette société. Et donc, euh, peut-être qu'à un moment, il faut que le psy il soit aussi engagé sur ces questions-là pour aider le patient à se sortir de cette situation en lui disant, mais oui, mais c'est normal d'être triste, c'est normal de souffrir dans un monde qui n'a plus aucun sens. Et peut-être que ton monde, actuellement, il ressemble à ça et que peut-être qu'il faut que tu donnes du sens autrement. Donc voilà, on sort un peu de la posture habituelle du psy. Moi, j'assume complètement de le faire et je pense qu'au Rafi, on est pas mal à assumer de le faire. Mm. On a parlé de politisation aussi au RAFU, parce qu'effectivement, le terme éco-anxiété, ça peut amener une certaine dépolitisation avec une individualisation en fait du problème, et de voir que les symptômes sans aller voir les causes, hein. Donc, c'est pour nous important d'avoir justement une vision politique, c'est-à-dire une vision qui va voir l'ensemble du problème, et en particulier voilà, les causes euh, en lien Ok. avec ça. Merci pour toutes ces précisions. Je pense que les personnes qui vous écoutent et qui peuvent avoir besoin de soutien peuvent aller sur le site, hein. J'ai mis le lien, comme ça permettra de voir un petit peu en détail ce que vous proposez et puis de trouver des contacts, parce qu'il y a une cartographie, enfin il y a une carte qui permet de situer un petit peu les personnes en fonction des régions, hein, parce que tout le monde n'habite pas au même endroit. Donc ça, c'est important de pouvoir couvrir, hein, le territoire. Et, euh, et du coup, quand vous parliez, ça me faisait penser aussi à ces espaces d'accueil que nous, on organise à Adaptation Radicale, hein, qui sont les web papotages, hein, où on entend beaucoup de ces situations-là. Et effectivement, c'est un lieu d'écoute et de partage pour dire, ben, effectivement, vous n'êtes pas tout seul. Il y a d'autres personnes qui considèrent les choses de la même manière que vous, qui traversent les mêmes émotions. Et bon, on peut faire un bout de chemin ensemble. Voilà. Je, j'ai envie de donner la parole là où nous en sommes à Paloma pour qu'on se réancre un petit peu avant que vous puissiez vous aussi prendre la parole à travers les questions que vous avez déjà posées, peut-être dans le chat, et Nadège pourra vous passer la parole. Paloma, à toi. Ouais, je vous remercie pour vos partages.
Je suis assez fascinée par la puissance à laquelle bat mon cœur. Je sens qu'il y a notamment, genre, j'ai l'élan de partager beaucoup de choses. C'est pas entièrement la place. Et en même temps, ça se marie très bien avec la proposition que j'ai envie de vous faire maintenant, notamment de redonner de l'amour à cet être biologique que nous sommes, à cet être vivant que nous sommes, à notre système nerveux qui nous fait vivre des choses qui sont pas forcément agréables, d'autres qui sont aussi très agréables. Et en fait, notre système nerveux, il est là pour nous rappeler que nous sommes vivants et c'est grâce à lui que nous sommes vivants et vivantes, que nous pouvons sentir les choses, autant désagréables qu'agréables. Et c'est parce que nous sommes des êtres vivants et que nous arrivons à garder la porte ouverte que nous ressentons plus ou moins intensément les choses. Et du coup, j'ai envie de prendre un petit temps pour que nous célébrions à l'intérieur de nous-mêmes ce vivant à l'intérieur de nous qui appelle par rapport au vivant à l'extérieur. Et ce qui est génial avec le système nerveux, c'est que ce qu'on imagine, ce qu'on cultive à l'intérieur de nous-mêmes par nos pensées, c'est comme si on le vivait à l'extérieur. Notre système nerveux ne fait pas la différence. Donc chaque chose, chaque graine qu'on dépose à l'intérieur de nous-mêmes, elle a un impact, elle a sa place. Et je vais nous inviter à mettre de la conscience dans les graines que nous posons à l'intérieur de nous-mêmes. Pour cela, je vais nous inviter à prendre le temps d'imaginer notre terre, si précieuse, dans un état tel que vous le rêveriez, dans le monde le plus idéal, en ouvrant tout le champ des possibles. Et je vais vous inviter à sentir comment dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête, ça bouge. Comment la vie s'exprime à l'intérieur de vous par rapport à cette vision que vous vous offrez, là, ici et maintenant. Comment est votre respiration? Comment sont les tensions dans votre dos? À quelle vitesse défilent vos pensées? Comment bat votre cœur? Je vous offre cette petite graine avec laquelle je vous invite à prendre le temps de jouer par d'autres occasions, à venir voir comment ce que vous imaginez vient faire bouger la vie à l'intérieur de vous. Il y a des graines que vous pouvez semer à l'intérieur de vous qui peuvent vous soutenir et vous accompagner comme des ancres au milieu des tempêtes, comme l'œil du cyclone, qui vient soutenir la vie à l'intérieur de vous. Et là, ici et maintenant, en reliance avec ce vivant à l'intérieur de vous, apaisé par rapport au vivant que vous imaginez à l'extérieur de vous, je vais vous inviter à tirer le fil et à aller chercher tout au fond ce qui résonne ici et maintenant, profondément en vous, par rapport à la discussion que nous venons d'avoir, tous ces mots qui ont été posés. Qu'est-ce qui reste pour vous, là, tout de suite? Il y aurait une question, un mot, une image, quelque chose qui aurait envie de se partager. Je vous propose qu'à partir de cet état, depuis votre centre, on réouvre la parole,
on réouvre les échanges pour vraiment revenir à cet endroit essentiel de ce que la vie appelle en vous, là, ici et maintenant, pour que vous soyez nourris pleinement. Je rends la parole. Merci Paloma pour ce moment de transition qui nous permet de revenir à l'intérieur de nous-mêmes et en faisant l'exercice avec vous. euh, J'avais en tête ce sentiment le fait que ce qui était difficile, ce que disait Hélène, et on voit bien lorsqu'on s'intéresse au sujet, c'est le fait de se sentir seul et impuissant. Et, euh, et en revenant comme ça dans mon corps, j'avais le sentiment que tous ensemble ici, à travers ce qui s'échange, ce qui se dit, les questions qui se posent, en fait, on fait corps au sens de communauté, on se soutient les uns les autres et je trouve que ça, c'est véritablement précieux. Et donc, je vais donner la parole à Nadège pour qu'elle distribue la parole. Merci Merci Nadège. beaucoup, merci Hélène, merci Florence-Marie, merci Paloma et Thierry. Déjà, je vais vous partager ce que je ressens. Il y a des années, je n'aurais pas pu assister à une soirée comme nous venons de la partager, comme nous la partageons, parce que je n'étais pas du tout assez reliée à moi, en fait, et que je ne me serais pas du tout autorisée de fermer les yeux, d'écouter quelqu'un qui parle de choses qui pourraient se passer en moi. C'était en dehors de ma compréhension du monde. Et d'y être arrivée m'a beaucoup apaisée. Donc voilà, c'est juste pour partager qu'on bouge et que même s'il y a des choses qui nous semblent perchées au départ, c'est comme ça, c'est les mots qui étaient utilisés. Maintenant, elles m'aident à m'ancrer. Donc, merci à vous de cette proposition. On a beaucoup de réactions dans le chat, beaucoup de choses qui ont été échangées et c'est très riche. Merci à celles et ceux qui ont partagé comme ça pas mal de choses. On avait une question qui a eu lieu tout de suite. Alors, c'était Eliane. Eliane, si tu es là, euh, je vais te laisser poser ta question. Alors, je l'ai notée si tu ne peux pas prendre la parole. Oui, bonjour, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis dans une assoce enfin, j'ai mes différents engagements. Lors de mes différents engagements, on a posé la question, effectivement, de comment on peut sensibiliser les jeunes, alors, et les amener, en fait, à participer aux actions qui sont, autour de la biodiversité, notamment, etc. Et puis, lors d'un ciné déclic, en fait, sur un thème, après, on fait intervenir le public. On avait invité les jeunes qui se sont exprimés d'une manière assez surprenante parce qu'on s'y attendait pas. Et en fait, ils en ont ras-le-bol. Concrètement, c'est comme ça qu'ils approchent les choses. Ils en ont marre parce qu'ils en entendent parler à l'école, ils en entendent parler. En fait, ils sont presque obligés de faire les choses alors même que. Alors, une a dit, ce n'est pas de ma responsabilité. Ce n'est pas notre responsabilité, c'est le monde que vous nous avez laissé, etc. Donc ça a été surprenant. Pourquoi? Parce que on n'a pas pu interagir avec eux du coup. On était un petit peu bloqués. On a tenté de les ramener un petit peu pour discuter, mais ça a été vraiment très 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 compliqué. Et de fait, j'ai l'impression que c'est largement partagé par les jeunes qui sont autour de nous, parce que quand on en discute, parce que par les liens familiaux, etc. Il y a peu d'attache finalement à ce thème, en fait, en réalité. C'est-à-dire ils le subissent, ils sont au-dessus quelque part, ou en dessous, on ne sait pas. Mais c'est pas, c'est pas une conscience. Enfin, ils en auraient conscience encore plus que nous, mais ne savent pas comment la gérer, quoi. Enfin, bon, alors, est-ce que c'est de l'éco-anxiété pour eux aussi? J'avoue que j'ai du mal à piger, en fait, à voir comment on peut faire qu'ils deviennent aussi des citoyens responsables, hein, ce qu'ils vont devenir. Alors évidemment, moi j'ai un certain âge. Donc du coup, effectivement, moi j'ai toute l'expérience de cette jeunesse où on était vraiment ensemble. Les jeunes étaient vraiment ensemble. Il y avait vraiment des mouvements qui se créaient. On était forts, on était engagés, on prenait des risques. Voilà, on défendait les causes, quoi. Alors j'ai vu quelque chose sur les syndicalistes, j'en devais partir. Enfin, ouais. Donc, est-ce que les formes de lutte sont... Voilà, les formes de lutte aujourd'hui sont différentes, les prises de conscience sont différentes. Et est-ce qu'on peut faire du commun avec tout ça? J'ai des doutes.
Merci Eliane pour cette question. Je crois elle est assez cruciale. Hélène, Florence Marie, vous voulez apporter un éclairage? Elle me fait penser à une étude qui est sortie au mois d'avril 2025 sur jeunes et climat, la défaite silencieuse, qui montrait que un niveau d'écolucidité ne portait pas forcément à la mobilisation, mais plutôt au retrait, ce qui semble euh, ce qui peut apparaître inquiétant d'une certaine manière. Hélène, Florence Marie. Moi, je peux commencer si tu veux, Florence-Marie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un espèce de paradoxe, c'est-à-dire qu'on parle de plus en plus aux jeunes des éco-gestes, de mettre bien le papier dans la poubelle, etc. Mais il y a aussi des études qui montrent qu'en fait, on leur parle jamais au niveau des émotions, on leur parle cognitif, on leur parle action, mais il y a une réticence parce qu'on ne sait pas comment leur parler. On peut leur parler avec de l'espoir, mais c'est compliqué. On peut leur parler avec, en présentant la situation comme elle est, mais en fait, ça nous pose dans des abîmes de perplexité parce qu'on ne veut pas stresser nos enfants. Il y a des études qui montrent que c'est comme l'éducation sexuelle, on n'arrive pas à en parler en fait. Donc et les enfants eux-mêmes vont pas faire le lien entre mes parents mangent végétarien ou ont une voiture électrique et l'écologie. Parce que les parents eux-mêmes ne savent pas comment parler aux enfants. Et d'un côté, on leur dit, quand on leur en parle, que effectivement la situation est grave, et d'un autre côté, ils voient absolument rien changer chez leurs parents, chez le monde qu'on leur propose. Maintenant, ils sont ultra stressés par Parcoursup. Justement, on en parlait tout à l'heure avec une prof. Dès la seconde, ils sont dans le tunnel Parcoursup. Dès qu'on leur demande ce qu'ils ont envie de faire, ils se mettent à pleurer. Enfin, on est dans des états de détresse émotionnelle. Et en même temps, on les plonge vers un monde qui n'a aucun sens. Mais moi, je serais en colère. Je serais terriblement en colère. Enfin, si j'avais un minimum de lucidité, qu'est-ce qu'on m'offre? On m'offre une vie qui n'a aucun sens. Et par ailleurs, les adultes ne font pas grand-chose pour changer les choses, mais on me dit que moi, il faut que je change mes comportements. Je trouve que c'est un peu trop facile d'aller critiquer des jeunes qui sont, dont on dit qu'ils sont pas sensibilisés, mais en même temps, quelles possibilités ils ont? Ils peuvent pas voter. Ils ont une action qui est minime à leur niveau parce que de toute façon, ils dépendent du comportement de leur famille. Et on leur demande en plus de s'engager alors que, enfin, je le perçois aussi, hein, parce que je donne des cours à la fac en psycho et je perçois la même chose. On leur a donné un enseignement de 12 heures sur la transition oncologique. Le résultat de cet enseignement, c'était, franchement, on trouve que c'est vraiment très culpabilisant. C'est comme si on leur demandait à eux de sauver la planète alors que nous, on fait rien. Bon, je peux comprendre hein, que finalement, le repli vers le déni, c'est quelque chose de plus simple pour eux, quelque part. Voilà, bon, c'est une partie de la réponse. Ouais, et en fait, moi, je vois à quel point ils sont soumis à des injonctions contradictoires de tous les côtés. Et dans un niveau de stress, mais souvent j'ai énormément de compassion parce que je me dis, mais grandir à cette époque, mais enfin, il y a, il y a vraiment de quoi de devenir fou, tellement, enfin, tellement c'est, tellement plein de situations sont sidérantes en fait. Et ramener de la sécurité, enfin moi le conseil que je pourrais donner, c'est vraiment tout ce qu'on peut amener comme sécurité au niveau de ces jeunes-là, c'est ça qui peut vraiment aider et amener un petit peu de soutien. Euh, je pense que c'est vraiment important de ne pas mettre tous les jeunes dans le même panier parce qu'il y a plein de jeunes différents qui vivent des choses très différentes suivant leur classe sociale, suivant tout ce qu'ils peuvent vivre à différents endroits. Et je vois aussi plein de jeunes très engagés très, enfin, avec une maturité que clairement j'avais pas du tout à leur âge, avec une capacité à comprendre, une capacité à réfléchir, une capacité à être à des endroits sensibles. Enfin, ils sont moins dissociés que les générations plus anciennes, hein, à plein d'endroits. Et je vois à quel point ça peut amener du bon. Mais ils ont besoin de soutien de la part des plus âgés. Moi, il y a des fois, je suis vraiment en colère contre les gens de mon âge et les plus âgés qui disent «Oh, mais c'est bon, les jeunes, vous allez gérer ça». Enfin, ça, c'est vraiment la phrase à pas dire, quoi. C'est qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir être un soutien pour toi? Qu'est-ce que je peux être pour pouvoir être un soutien pour votre génération? Comment je peux soutenir? C'est plus ces questions-là qui me semblent vraiment essentielles, plutôt que
de se dire qu'ils ont pas la conscience suffisante, ils font pas de changement suffisant. Ils sont dans un monde qui est tellement complexe avec, enfin, il y a des outils, mais et qui sont pas accessibles à tout le monde, clairement. Et voilà, je pense que comment est-ce qu'on peut les soutenir du mieux qu'on peut? Ça, c'est une question qui me semble vraiment importante maintenant. Alors, ma question, elle était plutôt autour des expériences que chacun et chacune, enfin, aurait pu mener avec des jeunes, justement. Et d'autre part, moi, je pars d'un témoignage de jeunes qui en ont discuté, qui l'ont verbalisé, hein. C'est-à-dire, en fait, on était, nous, devant, effectivement, en les amenant, en les conviant, en leur laissant la place, etc. C'est le retour qu'on a eu. Donc, on était un petit peu en difficulté avec ça. C'est pas, il n'y a pas de culpabilisation, tout le monde est différent, tout le monde s'engage à sa manière, etc. On va pas jouer à ce jeu-là. Mais c'est plus comment, effectivement, s'il y a des, alors l'avantage, ce serait effectivement de focaliser sur des jeunes à un moment. Sur ce travail autour de l'éco-anxiété. Alors, est-ce qu'il y a des expériences qui peuvent être menées? Comment on peut faire autour des écoles, autour de, je sais pas. Merci, Merci. merci Eliane. Nadège, il nous Excuse-moi, reste 10 minutes en voilà, c'est ça. principe. Je pense qu'il y aurait une soirée à faire. Et Yann, merci beaucoup pour ta question. Effectivement, il y a beaucoup de choses à mettre en place. On est un petit peu dérouté pour répondre à cet enjeu-là et puis donner la parole. On a donc, voilà, à continuer à travailler autour de ça. On n'a pas de réponse ce soir dans le temps qui nous a imparti. Désolé. On a Annie et Charles. Et puis ensuite, on va devoir clôturer ou vous inviter à continuer les échanges sur notre Frama ou sur d'autres canaux. Annie? Oui, bonsoir. Euh, D'abord, je pense que effectivement, c'est très important de diffuser le modèle neurologique en quelque sorte, parce que ça donne des clés de compréhension, mais faut pas se limiter au système nerveux. Comme il y a les fascias, il y a les autres dimensions de régulation qui sont extrêmement importantes. À part ça, bon, j'ai 81 ans, hein, et je me dis, première réaction, oh, je suis bien contente d'être aussi vieille. Ça me plairait pas d'être jeune. Bon, parce que je vais partir avant que ça se gâte sérieusement. Ok. Bon, mais l'autre aspect, c'est l'aspect intergénération. On a besoin les uns des autres et pas forcément, moi j'ai pas d'enfants, de petits-enfants, mais il y a des petits-enfants tout autour. Avec la société moderne nous a tous éparpillés, donc c'est les grands-parents qu'on a, les vieux qu'on a autour de soi, les jeunes qu'on a autour de soi, et ça, ça donne de la sécurité parce que ça donne du recul. Et ça, bon, c'est relativement facile à mettre en œuvre. On peut leur parler de notre expérience. Vous pensez, 81 ans, euh, mes parents ont vécu la Deuxième Guerre mondiale. Ils m'en ont un peu parlé. J'ai quasiment ça dans mon inconscient, hein. Donc, des situations terribles, nous, les vraiment vieux, on en a vécu. Et il y a des générations d'après, par exemple, ils ont vécu mai 68, ils ont vu ce que c'est qu'une mobilisation collective. Enfin, chaque génération a vécu des choses différentes. Moi, entre autres, j'ai vécu aux États-Unis la période des hippies. C'est une période d'une créativité pas possible. J'ai des bouquins que je pourrais raconter. Enfin, c'est fou ce qu'on peut trouver de ressources dans ces rencontres inter, parce que on est toujours trop homogène. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage, Annie. C'est très précieux, effectivement. On a tous à puiser dans les expériences. Donc, merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Charles, c'est à toi. Merci Nadège. Moi, je vais vraiment parler de là où je suis. Et j'ai relevé une phrase dans la présentation qui a été faite par Hélène et Florence et qui m'a vraiment percuté parce que c'est le problème que personnellement je rencontre.
c'est honorer la souffrance pour le vivre. Comment on fait? C'est-à-dire que sur les deux dimensions du travail qui relie, il y avait cette première dimension de se reconnecter à l'émerveillement, à la joie. Ça va. Mais euh, l'empathie au quotidien que je ressens, le mal que je ressens pour la souffrance sur le vivant, sur les animaux, l'élevage industriel, la pollution, enfin, tout ça me génère énormément d'émotions et dès que je laisse ces pensées euh, me traverser, j'ai les larmes qui viennent systématiquement. Et donc, comment on honore ça? Comment on fait? Voilà, si vous avez des clés, je prends, parce que c'est ma difficulté. Merci. Merci de ta parole, Charles. Est-ce que, est-ce que quelqu'un veut répondre à Charles? Moi, j'ai envie de répondre que vraiment, allez participer à un atelier de travail qui relie. Vous verrez, il y a des clés justement pédagogiques qui sont vraiment hyper aidantes pour, en fait, pour plein de gens. Parce que dans les étapes, et dans cette étape, honorer cette souffrance pour le vivant, on a différentes pédagogies pour qu'il y ait au moins une des pédagogies qui puisse vous parler, qui puisse être aidante et soutenante pour vous. On a des rituels justement où on peut honorer nos pertes, où on peut honorer, on peut vraiment parler et puis mettre sur la table tout ce qu'on vit à cet endroit-là et le faire avec d'autres, c'est tellement précieux. Et il y a des ateliers vraiment partout en France. Il y a, je crois qu'il y a eu le lien qui a été mis sur le site qui regroupe tous les ateliers de travail qui relient. Donc vous en trouverez forcément un à côté de chez vous. C'est vraiment quelque chose de très puissant pour soutenir à cet endroit-là, à mon sens. Je... Merci, Florence-Marie, de cette Merci Florence-Marie. Ouais. Et effectivement, adaptation radicale, c'est vraiment euh, une pratique qu'on recommande. Et je crois, Charles, que ça se passe au-delà des mots, quoi. C'est vraiment une pratique et il faut la vivre, l'expérimenter et on en sort véritablement transformé. Enfin, faut le vivre. Merci. Où est-ce qu'on peut trouver la liste des ateliers pour que je trouve celui qui est Vous pas loin? tapez atelier de travail qui relie Ok. sur un moteur de recherche et vous tomberez Mais sur le site où il y a tous les ateliers. on va remettre le lien Mm. Ok. dans le chat. J'ai une Merci. petite invitation. Est-ce que je crois que Julien, tu voulais nous parler de quelque chose? Est-ce que Julien, tu es avant que nous terminions? Oui, mais j'en ai parlé dans le chat, c'est bon. D'accord, ok. Donc je voulais être sûre que tu aies pu avoir l'espace pour le faire. Merci à toi, Julien. On va terminer tout doucement. Alors, je suis absolument désolée que les réponses ne soient pas voilà, aussi nourries qu'on aurait pu. Voilà, on n'a pas assez de temps pour tout traiter. La question de la jeunesse, c'est une question vraiment immense, avec un défi immense. Et effectivement, se relier, comme on essaye de le faire ce soir, et bon, bah, je ne crois pas qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment très jeunes. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce que c'est être jeune. Voilà, il y avait beaucoup de choses à redéfinir ensemble. C'est une invitation à nouveau à échanger, à en discuter et pourquoi pas mettre en place des actions. Il y a pas mal de pistes qui ont été évoquées dans le chat, le travail qui relie, il y a également le RAFU, donc voilà, adaptation radicale, on essaye voilà, de trouver des espaces pour se faire, mais c'est vrai qu'on est plutôt, il n'y a pas trop de jeunes, quoi, de jeunes, enfin de l'âge de mes enfants, en tout cas, il n'y en a pas trop, c'est un peu triste, on n'arrive pas à faire le lien, peut-être faudrait-il qu'on s'y attelle un peu plus précisément. Voilà, il est 19h59. Je vais remercier infiniment Florence-Marie et Hélène d'avoir été là pour nous fournir voilà, des explications, des éléments de compréhension à cette question immense et qui va malheureusement, en tout cas on le pense, à l'adaptation radicale, avoir encore beaucoup de résonance par rapport à tout ce qu'on vit et ce qu'on va vivre. Merci vraiment à Paloma de nous avoir partagé voilà, ces moments qui sont si précieux de reconnexion à nous avec ta voix et toute ton énergie. C'était vraiment très agréable et très important. Merci Paloma. Merci à Thierry également d'avoir préparé cette soirée, proposé cette soirée, d'avoir pris des contacts
et d'avoir distillé voilà, ce qu'il sait si bien faire. Je vais vous proposer de nous retrouver à d'autres moments pour d'autres temps forts. Adaptationradicale.org, c'est notre site internet sur lequel vous pourrez trouver nos différents rendez-vous, des formats qui sont un petit peu différents. On a également les réels, les réseaux d'échange et d'entraide locaux qu'on essaye de co-construire avec les personnes qui veulent bien se lancer dans la démarche et l'aventure. Le prochain rendez-vous, ce sera le 25 février à 18h30. Nous avons également le Collapse Apéro où nous présentons nos coups de cœur cinématographiques, nos livres, des papiers qui nous intéressent, qui nous semblent apporter à la compréhension du monde ou en tout cas des questions qui semblent intéressantes à se poser. Et enfin, le 10 mars, le prochain web papotage à 18h30 qui sera animé avec Claire, je ne sais pas, je crois que je l'ai vu, et moi-même. Voilà, on va vous proposer un temps pour justement pouvoir déposer certaines choses qui sont nécessaires d'être déposées. En tout cas, soyez vraiment les bienvenus. C'est un moment qui n'est pas enregistré et qui n'y aura pas de compte rendu. Vous êtes là. euh, C'est du Arrivé comme... direct. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Nadège, juste peut-être pour terminer, laisser Paloma un temps d'ancrage final et on se Tout à fait, quittera comme ça. j'allais lui redonner la parole. Il n'y a Ah, pas ok, de souci. super. Merci, Nadège. Voilà, merci à Julien qui était derrière, qui est toujours derrière, qui est vraiment un pilier d'adaptation radicale et on espère longtemps qu'il sera notre pilier. Merci à vous d'avoir été là et la parole, je la repasse avec grand plaisir à Paloma et je vous embrasse. Bon, merci beaucoup. Je me demande si Hélène, tu veux en profiter. Je peux peut-être guider un petit peu. Si tu avais peut-être des mots, le petit final de ta thèse, si tu as envie de le nommer là. Sinon, je déroule. C'est comme tu le sens, si tu as envie qu'on tisse ce moment ensemble ou pas. Non, vas-y, parce que le temps que je le retrouve, à mon avis, l'heure C'est sera ça. passée. Vas-y. Ok, ben ouais, un petit retour avec soi et avec là le nous que nous avons formé et que nous formons encore maintenant et que nous formerons même encore une fois que nous aurons déconnecté virtuellement. Nos liens seront toujours là. Et du coup, j'ai envie de vous proposer que nous prenions un temps de reliance sensible, là, de voir dans cet espace qui peut-être donne envie d'être beaucoup plus ample, de prendre beaucoup plus de temps. Mais déjà là, ici et maintenant, de le goûter et de bien le sentir à l'intérieur de vous, en vous redéposant bien dans votre assise, dans votre souffle, dans votre cœur. Et je vais vous inviter depuis votre centre à tendre votre cœur à tous ces êtres qui sont là, ici et maintenant, avec vous, avec nous, unis autour de cette sensibilité que nous portons toutes et tous pour le vivant, sous toutes ses formes. Je nous invite juste à sentir tous ces liens qui sont là, et à observer comment ça vous bouge, ça nous bouge, toutes et tous, de sentir à quel point on a pu sentir ce soir, à quel point il y a des intensités qui sont là par rapport à tous ces sujets-là, et de voir qu'est-ce que ça me fait moi à moi de voir que chez toi, ça te fait ça, d'entendre ça chez toi, et de pouvoir accueillir ça en soi, en gardant en conscience, dans le cœur, dans le corps, et dans la tête aussi, que ces liens-là, ils sont toujours là, et que des espaces, il y en a plein pour s'accueillir mutuellement. Je vous remercie infiniment d'être, pour vos sensibilités que vous portez, pour le vivant qui vous anime. Au grand plaisir de vous retrouver. Merci, Paloma, et on va se quitter sur cette reliance. Prenez soin de vous.
C'est On ça va qui est pouvoir. bien, il y a des personnes qui restent Oui. pour mettre le corps en mouvement un petit peu. C'est bien de pas trop le figer. Je vais vous inviter à frotter vos mains doucement, avec lenteur, et à venir les poser dans votre nuque et à les laisser glisser le long de votre nuque. Et puis à prendre le temps de vous faire un gros câlin en vous donnant de la présence à vos épaules. Et en laissant tout doucement vos bras glisser, vos mains glisser le long de vos bras. Et à prendre un temps de célébration de cette vie à l'intérieur de vous, en bougeant comme vous en avez le besoin. Je vous souhaite une très belle soirée.